conférence d'un cycle d'amnesty sur le Moyen-Orient. Donc, on a passé en revue différents pays et on termine avec cette quatrième soirée sur la Syrie. Et on a le plaisir de pouvoir accueillir un spécialiste de la question et aussi quelqu'un qui n'a pas compté son temps durant les 13 années écoulées pour sensibiliser à une question qui parfois effectivement manquait un peu d'écho dans la sphère publique et médiatique. C'est Ziad Majed qui est prof à l'université américaine de Beyrouth et qu'on est ravi d'avoir avec nous ce soir en direct d'Afrique du Sud. Donc on espère que sa connexion tiendra bon. Bonjour et bienvenue Ziad déjà. Si, bonjour à toutes et à tous. Voilà quelques petits rappels sur comment ça va se passer. Donc, on a une bonne heure ensemble. Ce qu'on va faire pour le programme qu'on a devant nous, c'est d'abord consacrer une première demi-heure à écouter Ziad et je lui poserai deux, trois questions pour structurer son intervention sur un peu la situation en Syrie, d'où on vient et vers où on va, et aussi que se passe-t-il en termes de droits humains, bien évidemment, vu que c'est notre focus à Amnesty. Et puis, dans un second temps, on essaiera de traiter les différentes questions qu'on vous invite à poser dans le chat, soit des questions avec lesquelles vous arrivez déjà là maintenant, soit des questions qui vous viennent en écoutant le début de la présentation. Voilà. N'hésitez pas, nous, on posera autant de questions que c'est possible de poser. S'il y en a beaucoup, évidemment, il faudra faire un petit tri. Je remercie déjà le support technique à Amnesty qui fait ce travail de recenser toutes vos questions. Alors voilà, on va commencer directement et je voulais, avec la première, pour commencer, peut-être qu'on regarde un petit peu dans le rétroviseur, parce que moi, pour souvent parler de séries à gauche et à droite, je constate que souvent la situation est assez mal connue des gens, donc je pense que c'est bien de d'abord replanter un peu le décor. Donc voilà, en 2011, il s'est passé un début de révolution en Syrie qui était maté dans le sang par le régime Assad, et puis il s'est suivi 13 ans de guerre. Donc, peut-être, Ziad, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel était le régime en place en Syrie et qu'est-ce qui s'est passé durant ces 13 années de guerre écoulée? Merci Benjamin et merci à Amnesty. C'est toujours un honneur de participer aux événements de Amnesty. Alors, je suis, comme vous avez dit, là en Afrique du Sud, mais la photo derrière moi, c'est une photo que j'ai prise de Beyrouth. Et juste, j'ai été récemment en Syrie et au Liban et je vais peut-être plus tard parler un peu de ce voyage qui me semble, qui m'a appris beaucoup de toute façon sur la situation aujourd'hui en Syrie. Mais pour revenir à votre question, euh, il me semble qu'il faut peut-être rappeler au début certaines caractéristiques du régime Assad, puisqu'on parle d'un régime qui a dominé la Syrie pendant 54 ans. Depuis 1970, le coup d'État militaire du parti Baas, au sein du parti Baas, puisque le parti Baas, qui est un parti issu du nationalisme arabe, était déjà au pouvoir en Syrie depuis le 8 mars 1963, mais au sein de ce parti, le ministre de la Défense, Hafez el-Assad, a pris le pouvoir en 1970 et il a évinté ses camarades rivaux, il les a même emprisonnés et ils vont passer des décennies en prison. Et il a construit un système qu'on appelle le système Assad aujourd'hui, étant lui-même dans une logique de coup d'État à maintes reprises. Il connaît comment ça fonctionne. Donc, il a créé au début un système qui ne permet plus de coup d'État. Il a participé en 63 à un coup d'État du Baas, comme on a dit, en 66 au sein du parti, et en 70, il a pris le pouvoir et il a commencé à partir de 1971 à multiplier les services de renseignement en Syrie afin à la fois de contrôler la société, mais aussi de contrôler l'armée et d'instrumentaliser l'armée, la rendant un acteur politique sur la scène syrienne, rendant certains de ses officiers des acteurs politiques sous sa commande. Et puis, il a surtout élaboré une stratégie de politique régionale qui lui permet d'être sur plusieurs fronts, et cela afin d'occulter la société syrienne et d'occulter l'intérieur syrien. Donc, au niveau des services de renseignement, il va y avoir plusieurs services qui ont pour objectif de museler la société, d'espionner les intellectuels, d'espionner l'armée elle-même et de voir qui parmi les officiers risque d'être une menace.
Et puis, la logique, c'était de rester au pouvoir à l'éternité. D'ailleurs, c'était un slogan qui, en arabe, rime Assad ilal abad, c'est-à-dire Assad pour l'éternité. Donc, préserver le pouvoir jusqu'à la mort et jusqu'à la succession d'un membre de la famille, tout en écrasant toute tentative de s'opposer à lui, l'écraser symboliquement par le culte de la personnalité, par les statuts que vous avez dû voir récemment, la chute des statuts et la destruction des statuts, occuper l'espace public, montrer à la société syrienne qu'il est partout, qu'il connaît tout. Les Syriens et les Syriennes disaient que les murs ont des oreilles, donc les services de renseignement sont partout. Et à chaque fois qu'il peut y avoir une menace politique sérieuse, c'était l'écraser dans le sang. Cela, dans les années 70, va se solder en 79 déjà par une première vague d'arrestations et d'assassinats de militants politiques syriens, qu'ils soient des frères musulmans ou de la gauche communiste syrienne. Puis en 1982, il y a le fameux massacre de Hama, où plus de 20 000 personnes ont été tuées en quelques semaines en février. C'était un soulèvement des frères musulmans, mais c'est toute la ville après qui va être punie. Et l'idée, c'était de donner une leçon à une ville rebelle pour que les autres villes et les autres régions du pays se soumettent à son autorité absolue. Et le système devient de plus en plus totalitaire. Donc, on n'est pas dans un cadre d'un système de dictature, comme ça peut être le cas dans d'autres pays arabes, mais c'est un système totalitaire où le parti Baas, dans la Constitution, est le seul parti qui dirige l'État et la société, où les enfants vont à l'école avec l'uniforme bassiste, la jeunesse doit adhérer à la jeunesse bassiste, il n'y a pas de liberté évidemment d'expression ou de formation de partis politiques, mais pas non plus de former des organisations de la société civile ou des syndicats. Assad est partout, son nom est utilisé au niveau de toutes les institutions, ses portraits sont partout, on apprend par cœur à l'école des discours qu'il a dû dire dans des cas ou dans des événements précis. Son arrivée au pouvoir est célébrée comme la naissance d'une nouvelle Syrie. Et en même temps, il développe un discours qui est censé à la fois créer des sympathies, des liens en dehors de la Syrie parmi les gens qui ne connaissent pas ce qui se passe dans le pays. C'est-à-dire, il parle de son refus de l'impérialisme, il parle de sa volonté de faire face au projet israélien, il évoque un nationalisme arabe qu'il veut ressusciter dans toute la région. En même temps, il flirte avec certains cercles anti-musulmans, anti-islamistes, en considérant qu'il mène une guerre pour préserver la laïcité du système face aux frères musulmans. C'est l'allié de l'Union soviétique, mais il négocie avec les Américains pour envahir le Liban en 1976 et imposer son hégémonie sur le pays et l'utiliser comme théâtre pour des échanges, pour des compromis, des négociations, surtout avec les Américains. Puis il s'allie à partir de 1979 aussi à l'Iran, l'Iran khomeiniste, après sa révolution, qui avait besoin d'un allié arabe, qui avait besoin d'un accès à la Méditerranée et qui était attaqué par le rival de Hafez al-Assad, qui est bassiste comme lui, Saddam Hussein de l'Irak. Donc, pour les Iraniens, c'était important d'avoir un allié arabe et d'exporter leur révolution, leur modèle de ce qu'ils appellent révolution islamiste, vers le Liban pour créer plus tard le parti de Dieu ou Hezbollah. Donc, dans une région qui connaît plusieurs conflits, plusieurs événements, Assad s'est imposé comme un acteur qui tente d'utiliser toutes les frontières syriennes, tous les enjeux pour occulter la société syrienne écrasée sous son système totalitaire. Cela va durer, je vais rapidement évidemment, à partir des années 90, la chute de l'Union soviétique l'oblige à se repositionner et à se rapprocher officiellement des Américains. Il envoie même son armée durant la guerre du Golfe en 1991 contre l'Irak de Saddam lors de la guerre américaine. Puis il négocie une paix avec Israël qui ne va pas aboutir puisque le Golan syrien reste occupé par l'armée israélienne et colonisé par les gouvernements israéliens. Et finalement, il préparait aussi, d'où l'idée de l'éternité qu'il avait évoquée déjà avec le slogan Assad il al-Abad, il préparait l'un de ses fils, le fils aîné
Bassel est mort dans un accident de voiture. Donc, c'est Bachar al-Assad qui devient le choix pour succéder à son père. Et la préparation pour la succession s'accélère à partir de 1997. 2000, Assad père est mort et le fils n'a pas 40 ans, comme stipule la constitution syrienne. Donc, elle est évidemment modifiée pour que l'âge de la présidence devienne 34 ans, qui est l'âge de Bachar, qui devient le président. Donc, c'est le deuxième cas de succession familiale au sein d'une république, le premier étant la Corée du Nord. Il va y avoir plus tard d'autres modèles. Et Assad père n'avait jamais caché sa fascination du modèle coréen du Nord et les murailles qui décoraient certaines institutions étatiques syriennes étaient toujours par des artistes coréens du Nord ou inspirés par les portraits de Kim Il-sung, le père du peuple, etc. Bachar al-Assad prend le pouvoir. Certains en Occident évoquent un président jeune, dynamique, qui va changer les choses. On dit même qu'il a étudié à Londres, donc il doit nous ressembler. Il est l'un des nôtres, comme a dit Tony Blair. En évoquant cela, évidemment, il y a un racisme assez clair, c'est-à-dire s'il est éduqué ou s'il a vécu en Occident, il doit être un réformateur automatiquement. Sauf que s'il était dans la région, les risques qu'il soit un autre dictateur et un autre totalitaire sont plus élevés, les risques. Sauf que Assad, après quelques années où il a tenté de montrer un changement économique, libéralisation de l'économie, privatisation de certains secteurs, privatisation dont vont profiter les membres de son entourage et de sa famille, va se montrer lui-même aussi brutal et aussi totalitaire que son père, puisque à partir de 2002 et puis surtout en 2005-2006, des campagnes d'arrestation vont cibler des intellectuels syriens qui ont osé croire à un possible changement, qui ont réclamé la libération des prisonniers politiques, qui sont dans l'histoire syrienne des centaines de milliers, à vouloir réclamer le retour des exilés, la fin de l'état d'urgence qui s'impose en Syrie depuis des décennies. Donc, des intellectuels ont été arrêtés. En même temps, une campagne d'assassinat a visé les opposants du régime syrien au Liban. Et les choses vont se développer jusqu'en 2011. 2011, c'est une nouvelle phase dans l'histoire de la Syrie et de la région, puisqu'il y a déjà en Tunisie, comme en Égypte, en Libye, au Yémen, au Bahreïn, il y a des révolutions, des soulèvements populaires contre des régimes autoritaires et des régimes de dictature, et très peu de gens et très peu d'observateurs pensaient que cela va aussi se passer en Syrie de la même manière, ou presque, du côté populaire évidemment. Un soulèvement commence le 15 mars avec des activistes qui manifestent réclamant leurs droits politiques et la liberté et la justice. Et puis le 18 mars, c'est à Daraa, dans le sud du pays, où le soulèvement prend une dimension populaire. Là-bas, la population s'était déjà révoltée car un des cousins du président Assad avait torturé des enfants qui avaient écrit sur les murs que ton tour arrive, monsieur le docteur, docteur étant le titre de Assad. Et à partir de 2011, on est dans une révolution, dans une configuration révolutionnaire qui va prendre un élan populaire dans presque tous les coins du pays et une phase de soulèvement pacifique, de manifestations, de sit-in, d'articles, de slogans sur les murs, de musique, d'art va dominer l'espace syrien pendant un moment et dominer aussi l'espace des diasporas, des exilés syriens à l'extérieur. Le régime, dès le début, commence une répression dans le sang. Il y a des milliers de morts en quelques mois. Et à fur et à mesure que le soulèvement populaire se poursuivait et que la répression sanguinaire se poursuivait aussi, les signes de la militarisation du soulèvement ou de la révolution commencent à apparaître avec des soldats qui quittent l'armée syrienne, qui refusent de tirer sur les manifestants et qui forment au début des brigades qu'on a appelées l'armée syrienne libre. À ces soldats-là vont se rejoindre des jeunes Syriens et Syriennes qui font
de la lutte armée aussi, ou de la protection des manifestants leur priorité, et la Syrie commence à basculer vers un affrontement militaire entre opposants et le régime syrien. Et c'est là toute la configuration régionale qui va peser avant même que les relations internationales ne pèsent sur cette révolution syrienne, puisque du côté du régime, il y a deux alliés stratégiques qui vont immédiatement se mobiliser pour le sauver, pour ne pas permettre aux révolutionnaires, aux opposants de le battre. C'est la Russie et l'Iran. L'Iran pour différentes considérations. On a parlé de l'alliance déjà depuis 79 entre les Iraniens et le régime syrien. Pour eux, c'est un couloir important vers le Liban où se trouve Hezbollah, leur allié. C'est un accès à la Méditerranée. Ça permet aussi, avec un Irak qui, depuis 2003, depuis la chute de Saddam et l'occupation américaine, est devenu plus ou moins sous influence iranienne, notamment dans certaines régions. Donc pour l'Iran, il y avait un axe qui allait de Téhéran via Bagdad vers Damas, vers Beyrouth, qu'il fallait préserver. Donc les Iraniens vont commencer à envoyer des miliciens chiites irakiens, puis afghans. Ils vont mobiliser le puissant Hezbollah libanais pour protéger le régime. La Russie, de son côté, avant son intervention militaire en 2015, va utiliser le droit de veto au niveau des Nations Unies à maintes reprises pour protéger le régime de toute mesure de sanction ou de condamnation, va envoyer de l'aide logistique, militaire, et puis tout cela n'étant pas suffisant, Vladimir Poutine décide d'intervenir militairement à partir de 2015. Pour lui, c'était important de protéger ce régime syrien. Il ne voulait pas sa chute. C'est un allié, il voulait envoyer un message que la Russie est fidèle à ses alliés, contrairement aux Occidentaux. La Syrie, pour Poutine, est également importante parce que c'est là où il y a une base maritime, c'est l'Est méditerranéen où les Russes veulent être présents. La Syrie permettait cela. C'est un client de l'industrie de l'armement russe. Et il y a toute la question aussi de la volonté russe de se projeter sur la scène internationale après le début déjà de son intervention en Géorgie 2009, le début de la guerre en Ukraine 2014, et donc 2015 pour Poutine, c'est une volonté de consacrer un retour sur la scène internationale. Du côté de l'opposition, il y a aussi des alliés. Certains, ils sont alliés non pas pour des objectifs ou un idéal démocratique. Là, je parle spécifiquement des monarchies du Golfe. Leur soutien à la révolution syrienne ou à le soulèvement syrien, c'est surtout pour abattre un allié iranien, parce que ça s'inscrit aussi dans la confrontation entre Arabie saoudite et Iran. Pour la Turquie, c'est parce que c'est un pays voisin, ils veulent une influence, les Turcs, et ils ont très peur que la situation en Syrie mène à une fragmentation territoriale permettant aux Kurdes syriens de s'imposer dans le nord-est et donc de réouvrir tout le champ politique kurde et, et, ses, et ses complexités et sa défiance en Turquie même. Donc, ils interviennent en soutenant l'opposition. Et puis, il y a les Européens, les Occidentaux, les Américains, qui ont parlé pendant très longtemps d'un changement d'attitude du régime plutôt que d'un changement de régime, car pour Obama, par exemple, et comme pour les Anglais surtout, il fallait une stabilité, mais un changement d'attitude, un gouvernement de coalition, une transition. La frontière avec le Golan occupé, donc avec Israël, les inquiète dans un sens. Dans l'autre, Obama ne voulait pas une intervention puisqu'il a mené une campagne électorale, notamment contre les interventions américaines en Irak et autres. Donc, il y avait beaucoup d'hésitation du côté occidental et Assad avait compris cela, les Russes avaient compris cela, de même que les Iraniens. Le logiciel des propagandistes d'Assad en Europe, comme dans le monde arabe, était de parler d'un régime laïque, progressiste, visé par l'impérialisme, visé par les monarchies du Golfe. Donc, on voulait à tout prix montrer qu'il ne s'agit pas d'un soulèvement populaire, mais plutôt de questions géostratégiques, en invitant les frontières et en remplaçant le peuple syrien par des considérations de géostratégie. Certains ont parlé de l'axe de la résistance visé par les Israéliens.
D'autres ont évoqué le fait que ce n'est pas la question des Syriens, mais plutôt des Russes et des Américains, que tout cela est un complot. On a vu toutes sortes de discours pour soutenir Assad ou pour justifier ses crimes, car tout au long de ce soulèvement et puis de cette guerre, on a rarement vu une violence pareille. Peut-être récemment, la guerre génocidaire à Gaza a le même impact de barbarie, mais en Syrie, on a vu des barils explosifs qui tombaient sur les gens, on a vu des sièges, la politique de la faim, la politique de la terre brûlée. Le camp palestinien de Yarmouk, par exemple, a été presque anéanti. Le quartier de Jobar, à côté de Damas, a été anéanti. Des quartiers de l'est d'Alep, la même chose. Des quartiers de Homs, de Dera. Et en plus de toute cette destruction massive qui cherchait à déplacer les gens, qui cherchait à les chasser de leurs terres et de leurs maisons et de leurs villes pour leur montrer que seule la soumission au régime pourrait les protéger, il y a eu toute une industrie de la torture au niveau des prisons, de l'espace carcéral, où jusqu'à maintenant, plus de 100 000 personnes sont disparues, sont portées disparues. Avant cela, il y a eu des milliers morts sous la torture. Tout cela est documenté. Il n'est pas vrai, par exemple, qu'on ne savait pas qui tuait qui en Syrie. Les chiffres sont clairs. Il y a un grand travail qui a été fait par la société civile syrienne émergente et par des organisations internationales montrant au niveau de l'espace carcéral qui est responsable de quelles victimes et de quelles tortures. On connaît qui menait les raids aériens, on connaît qui bombardait telle ou telle région. Donc, tout cela a fait finalement plus de 500 000 morts entre civils et militaires, a fait plus de 7 millions de déplacés internes, à peu près le même chiffre de déplacés à l'extérieur de la Syrie. Donc, sur une population de 23 à 24 millions, on parle de plus de la moitié des Syriens n'ont pas vécu chez eux depuis au moins 2016 et 2017. Et tout cela avec un herbicide et avec la volonté par le régime Assad de montrer que seule la violence et sa politique face à sa société, soutenue par ses alliés et indirectement par les hésitations des Occidentaux qui avaient émis, comme le discours d'Obama, une seule ligne rouge, c'est l'usage de l'arme chimique. Et malgré cette ligne rouge, l'arme chimique a été utilisée par le régime Assad à plusieurs reprises, en fin 2012 à Homs, printemps 2013 à Jobar, à côté de Damas, et puis avec la grande attaque chimique le 21 août 2013 contre la Routa de Damas, c'est-à-dire les faubourgs pas très loin de la capitale, où des centaines de personnes sont mortes en quelques heures durant la nuit. Donc, tout a été utilisé durant la guerre du régime contre sa société, qui a résisté, qui a parfois contrôlé et libéré des régions. Et un facteur s'est imposé sur la scène syrienne, va aider le régime Assad dans sa propagande, dans son discours, va aider aussi ses alliés dans les justifications de leurs interventions et va, dans un sens, aider les Occidentaux qui ne voulaient pas intervenir en Syrie et qui se contentaient de soutenir politiquement l'opposition et parfois à travers les pays du Golfe ou la Turquie, accepter qu'on lui envoie des armes pour se protéger, mais pas suffisamment pour abattre le régime. Ce facteur est évidemment Daesh ou l'État islamique, un groupe qui va s'imposer à partir du territoire irakien, qui va se projeter dans le territoire syrien en 2013 et surtout en 2014, et qui va combattre l'opposition syrienne, les révolutionnaires syriens qui contrôlaient la région de Deir Zour, qui contrôlaient la région de Raqqa. Il va les chasser de ces régions-là avant de se heurter au régime. L'émergence de ce phénomène, de cette force qui va, avec tant de barbarie, attaquer des Syriens avant tout, va créer du côté des alliés du régime un prétexte que voilà, vous avez deux choix maintenant en Syrie, soit Assad, soit Daesh. Donc, soit ce monsieur cravaté, soit les barbus qui menacent et qui ont attaqué en Europe et qui ont fait peur, avec en plus une crise de réfugiés qui crée des crispations identitaires
sur le continent européen. La question des droits humains n'est plus au cœur du sujet, mais c'est plutôt des considérations sécuritaires, de peur, identitaire, d'islamophobie dans un sens, et le peuple syrien va payer le prix de tout cela. Assad va réussir à se maintenir, à récupérer même des zones qu'il avait euh, auparavant perdues, et face à lui, il reste des zones contrôlées par les opposants. Euh, dans le nord-ouest, un groupe que peut-être on va évoquer plus tard et parler un peu de ces mutations, qu'on appelle Fath al-Sham, l'ancien front al-Nusra. Dans une autre zone, il y a des groupes épaulés et soutenus directement par la Turquie. Et puis, il y a évidemment l'acteur kurde qui s'impose à travers la guerre contre Daesh, soutenue par les Occidentaux, mais aussi pour des revendications d'autonomie, de droits politiques et culturels, et qui contrôle une partie également du territoire. Je vais peut-être m'arrêter là avant de parler de ce qui s'est passé plus tard, au moment où tout le monde a cru qu'on est face à un statu quo et face à un processus d'Astana, c'est-à-dire un processus où la Turquie, l'Iran et la Russie imposent une hégémonie politique et parlent entre eux sur comment va être le futur ou l'avenir de la Syrie, sans rôle important des Nations Unies et sans rôle des autres pays de la région et même du monde. Voilà, merci beaucoup Ziad pour cette première partie. Tu as déjà abordé la question des droits humains et de la répression, donc je vais peut-être pas repartir là-dessus. Mais là-dessus, on arrive quand même à cette période, effectivement, sur les, je dirais, les 4 dernières années, depuis 2020 certainement, où les fronts ont été un peu figés et où la situation n'évoluait plus trop au niveau, en tout cas, de la géographie militaire. Il y avait Oui, effectivement le pays qui était majoritairement quand même détenu par le régime Assad pour la partie où il y a le plus d'habitants, en tout cas, hein, toute la Syrie utile, comme on dit. Et puis, il y avait ce réduit d'Idleb où quand même ça massait encore 3 millions de Syriens, dont beaucoup de réfugiés, et cette zone kurde, et ça ne bougeait plus. Et puis alors là, un peu quand même à la surprise générale, en décembre, le régime s'est effondré comme un château de cartes. Alors peut-être tu peux revenir un petit peu sur les événements oui. spécifiques de cette période de décembre et alors après enchaîner sur quelle perspective ça ouvre là maintenant sur la nouvelle série, certainement en tout cas. Oui. OK. Alors, il faut savoir qu'à partir de 2019, on est dans une situation territoriale qui n'évolue plus parce que les Russes et les Iraniens avaient permis à Assad de récupérer près de 65% du territoire syrien. Avant 2015, il était sur à peu près 20% seulement. Le reste était entre les forces kurdes, entre Daesh et entre les différentes formations de l'opposition syrienne. L'intervention russe en 2015 et l'intervention des milices pro-iraniennes permet au régime de lancer des attaques sur tous les fronts et de récupérer des zones que les oppositions contrôlaient, tandis que du côté du territoire que Daesh occupait, les Américains attaquent Daesh et permettent aux Kurdes de progresser et de contrôler à peu près 25% du territoire. Donc 65% côté Assad, avec une présence militaire russe importante, iranienne, du Hezbollah et des milices chiites irakiennes, 25% du côté kurde, avec une présence américaine et de troupes de forces spéciales européennes. Et puis, ce qui reste, c'est-à-dire autour de 10%, est contrôlé par des groupes de l'opposition qui n'étaient pas homogènes et qui ne s'entendaient pas trop politiquement parlant et idéologiquement parlant. Pourquoi? Parce que comme dans toute guerre, dans tout conflit qui dure, il y a des métamorphoses, il y a des changements, des mutations, il y a une montée en puissance d'une idéologie islamiste de combat. Et il y a un groupe, le Front al-Nusra, qui avait une rupture, il a fait une rupture avec les djihadistes de Daesh, il a abandonné leur logique, il a fait plus tard une deuxième rupture avec toute la mouvance djihadiste, puisqu'il était proche de Al-Qaïda, et il considère que l'idée d'un djihad qui va au-delà d'un territoire national, donc qui est non territorial, qui n'est pas dans la temporalité politique, ne l'intéresse plus. Il effectue une deuxième rupture avec le djihadisme, et puis il change même son nom
passant de Al-Nusra à Fath al-Sham. Et donc, il devient un groupe islamiste syrien, ou du moins c'est ce qu'il prétend. Il contrôle une partie autour de Idlib. L'armée turque, avec d'autres groupes de l'opposition, contrôle une partie également. Et puis, il y a dans le sud, dans le désert, à côté de la frontière jordano-irakienne, une zone contrôlée par des formations de l'opposition, mais sans population importante là-bas. Ils étaient formés pour combattre Daesh, sauf que Daesh est tombé, et donc ils sont restés là-bas dans l'incapacité aussi de combattre le régime, vu le rapport de force existant. On a pensé que à partir de 2019, cette situation va durer jusqu'à ce que Ankara, Moscou et Téhéran acceptent un plan de transition, trouvent pardon, un compromis ou rédigent une nouvelle constitution. Il y a eu une série de crises, la pandémie en 2020, il va y avoir le tremblement de terre terrible qui vise cette région que contrôle l'opposition dans le nord et le nord-ouest surtout, et en plus en Turquie évidemment. Et depuis, il n'y a pas eu de grands changements, ni politiques, ni sur le terrain. C'est le même contrôle territorial qui se maintient. Entre-temps, la Syrie est sous sanction américaine avec la loi César, l'acte César, Caesar Act, qui est très important et qui est jusqu'à maintenant en place parce que César, qui récemment a révélé son vrai nom et son vrai visage, était un photographe des services militaires et il documentait les corps des détenus morts sous la torture, malades, affamés, et il avait réussi à exfiltrer des milliers de clichés montrant ces corps-là. Suite à cela, il y a eu une loi qui sanctionne le régime syrien. Donc le régime est isolé, mais est poursuivi dans certaines capitales européennes par des Syriens, mais il ne se sentait pas vraiment menacé, sauf que l'économie dans le pays est dans une situation dramatique, tragique, à cause des destructions, à cause de l'absence de toute perspective politique, à cause du comportement mafieux du clan Assad et de son entourage. Et un autre phénomène émerge en Syrie, c'est celui de la drogue de synthèse qui devient une industrie du régime, ce qu'on appelle le captagon ou le captagone. Donc, on l'exporte vers les pays du Golfe, on l'exporte à travers le Liban, on l'exporte parfois, on tente de l'exporter vers l'Europe. Il est consommé aussi à l'intérieur et l'économie du régime devient une économie de drogue, une économie d'activité illégale, une économie mafieuse. Les soldats de l'armée syrienne sur les fronts ne sont plus payés. Les circonscrits, ils sont envoyés vers des fronts avec peu de moyens. Donc, il y a du côté du régime un effondrement lent qui n'était pas bien peut-être mesuré, analysé, qualifié. Et le régime comptait toujours sur la présence du Hezbollah, les Iraniens, l'aviation russe. Sauf qu'en 2022, l'aviation russe n'est plus présente. Elle est occupée à agresser l'Ukraine. À partir de 2023, Hezbollah n'est plus présent puisqu'il est en guerre avec Israël. Et donc, le régime est presque nu. Il est face à lui-même et ne s'attendait pas à ce que ses opposants vont euh, mener une campagne militaire éclair contre ses troupes. En parallèle, ces opposants-là, notamment le front Fatah al-Sham, dirigé par Joulani, qui aujourd'hui est Shara et qui est le président intérim à Damas, était en train de se préparer, peut-être pas pour prendre le pouvoir, mais au moins pour modifier le rapport de force, encouragé probablement par la Turquie, peut-être le Qatar, de changer le rapport de force avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Pourquoi? Parce que certains craignent que Donald Trump, est-ce qu'il va se retirer ou pas? Comment il va négocier avec les Turcs? Qu'en est-il de la présence américaine qui permet aux forces kurdes de se sentir protégées d'une menace turque? Qu'est-ce qu'il va faire en Irak? Est-ce qu'il va affronter les Iraniens ou pas? Donc,
en ce moment d'attente, d'incertitude, le front Fatah al-Sham, avec ses alliés, va mener une campagne militaire qui visait, à mon sens, de contrôler le nord et le centre de la Syrie plutôt que de contrôler tout le pays. Donc, de reprendre la ville d'Alep, de reprendre peut-être la ville de Hama, d'élargir le contrôle de l'opposition dans le nord syrien afin de négocier plus tard dans de meilleures conditions si une négociation va avoir lieu. À savoir aussi que la majorité des combattants de l'opposition syrienne dans le nord-ouest sont des déplacés internes. Ils ont été chassés d'Alep, ils ont été chassés de Homs, ils ont été chassés du sud syrien, de Draa, ils ont été chassés de la Ghouta de Damas. Donc, il y a chez eux aussi une mobilisation et un désir de rentrer chez eux, de libérer leurs terres occupées. Ils ne sont pas juste là pour un service militaire obligatoire ou pour un salaire qui ne permet même pas de vivre correctement en Syrie, frappé par toutes les crises possibles. Donc, il y a un acharnement, il y a eu une bonne préparation pour le retour. Et vous avez évoqué, Benjamin, la situation à Idlib, où dans cette zone-là, près de 2 millions de déplacés internes s'ajoutaient aux 2 millions d'habitants. Donc, il y a 4 millions dans une zone où les moyens n'étaient pas énormes, où les investissements ou l'aide économique turque, qatari, a amélioré un peu les conditions de vie, mais qui restaient très difficiles. Et le fait de rentrer, de reprendre Alep, de reprendre le centre du pays, permettait aussi de mieux respirer, économiquement parlant, mais surtout par rapport à la dignité des déplacés, c'était de rentrer chez eux, de revenir chez eux. Sauf qu'à la surprise de tout le monde, le régime n'a même pas réussi à ralentir le progrès des forces de l'opposition qui vont en quelques jours arriver jusqu'à Alep, puis qui vont descendre vers Hama, je dis descendre du nord vers le centre, qui vont élargir toute la zone qu'ils contrôlaient. Et puis après Hama, c'est là où tous les scénarios possibles étaient déjà envisagés. Parce que de Hama vers Homs, le fait qu'ils ont réussi à prendre Homs sans résistance acharnée par le régime, et Homs, c'est un cas important, puisque non seulement c'est une ville où la question communautaire s'est imposée entre sunnites et alaouites, instrumentalisée par le régime, mais également, vu la violence, elle est devenue aussi une réalité sociale. Donc, il n'y a pas eu à Homs des combats acharnés. Il y a des gens qui ont quitté la ville de Homs vers le littoral toujours loyal au régime, entre guillemets loyal évidemment. Et donc, à partir de Homs, on a compris que les choses peuvent aller très loin. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Un soulèvement dans le sud du pays a permis à des brigades dans la région de Daraa de monter vers Damas, de progresser vers Damas. La base militaire que j'ai évoquée, qui était dans le désert syrien sur la frontière entre la Jordanie et l'Irak, ces combattants vont également progresser vers Palmyre, Tadmor et de là-bas vers Damas. Et les forces qui venaient de Homs continuent leur chemin vers Damas, la capitale, que Assad va quitter en catastrophe. Il prend la fuite, certains disent avec certains de ses proches, avec son argent, vers la Russie. Et ses troupes sont abandonnées, donc il décide de ne pas se battre, et tant mieux, parce qu'on a évité des bains de sang à Homs comme à Damas. Un couloir a été toujours laissé plus ou moins en sécurité pour les troupes qui voulaient se retirer et aller vers le littoral. Et puis c'est au littoral où il va y avoir aussi des soulèvements et des soldats du régime qui décident de ne plus se battre. Donc l'opposition prend le contrôle de plus de 65% du territoire qui n'était pas sous son contrôle, en plus du 10% qui était sous son contrôle, donc de 75%. Il va y avoir quelques combats avec les forces kurdes à côté de Derzour, comme à côté de Manbij et sa région. Donc, l'opposition prend des territoires de plus. On est aujourd'hui à près de 80% du territoire sous son contrôle. Mais cette opposition n'est toujours pas homogène. Il y a le Front Tahrir Sham qui est le plus puissant, qui est à Damas, qui a formé un gouvernement dit de transition et qui promet d'organiser des élections, de rédiger une constitution d'ici 3 à 4 ans.
Il y a dans le sud des brigades qui ne font pas tout à fait allégeance, mais qui s'entendent pour le moment avec les nouveaux responsables à Damas. Il y a dans la région de Souaïda, qui est une région druze, des brigades aussi, mais il y a eu tout un soulèvement populaire dans les, de 2022, 2023, 2024 contre le régime et contre ses pratiques mafieuses. Il y a la question kurde qui reste très importante. On peut peut-être l'évoquer rapidement. Et il y a plein d'attentes comme plein de défis. Donc, pour évoquer ces défis-là et ces attentes, je rappelle la situation actuelle, 80% plus du territoire est sous le contrôle du nouveau gouvernement à Damas. Ce nouveau gouvernement semble être soutenu, appuyé par la Turquie, le Qatar et l'Arabie saoudite. Il commence à normaliser avec les Occidentaux, mais il a un problème de sanctions. Il négocie la levée des sanctions qui étaient imposées avant sur le régime Assad. Au sein de ces 80% des territoires, il y a deux régions où une certaine autonomie reste plus ou moins respectée. Dans le sud, les brigades de Daraa, dans la région de Souaïda, des brigades locales aussi. Donc là, il y a des négociations pour essayer d'unifier toutes les forces combattantes dans une nouvelle structure militaire sécuritaire syrienne. Ça, c'est un défi interne. Il y a le défi communautaire, puisque le régime Assad a pendant très longtemps utilisé la question communautaire. Étant lui-même un clan issu de la communauté alawite, il a toujours voulu montrer que sa défaite est une défaite de cette communauté-là. Donc, comment gérer cette question? Comment éviter des vengeances? Comment mettre en place un système de justice transitionnelle qui respecte les droits humains et qui remplace toute dynamique ou pratique de vengeance. Ça, c'est un défi très important. Il y a la reconstruction, un énorme chantier, mais même avant la reconstruction, comment redresser un peu l'économie, ça, c'est un très grand défi. La question kurde, comment négocier avec les Kurdes une Syrie unifiée, peut-être avec un système de décentralisation administrative, comment gérer et partager les richesses qui, en grande partie, si on parle du pétrole, se trouvent dans la zone que contrôlent les forces kurdes aujourd'hui. Comment la Turquie va accepter cela ou pas? Et quelles sont les considérations? Quels compromis sont possibles? Est-ce que les forces kurdes doivent intégrer la nouvelle armée syrienne et donc être partout sur le territoire ou, comme certains du côté kurde le veulent, restent dans le territoire qu'ils contrôlent aujourd'hui, sachant que ce territoire n'est pas seulement kurde, il y a beaucoup d'Arabes qui vivent là-bas et qui ne sont pas tout à fait contents de l'hégémonie ou du contrôle, de la manière que les forces kurdes l'imposent. Il y a donc ce défi-là. Il y a le défi du contrôle des frontières avec le Liban, avec l'Irak, avec la Jordanie. Il y a toute la question du retour des déplacés internes, mais surtout le retour des réfugiés. Qui va rentrer, dans quelles conditions, vers quelle ville et quel village, comment faire pour que cela soit possible, que les réfugiés ne payent pas un prix en étant poussés vers un retour qui n'est pas possible pour le moment. Je parle surtout des pays du voisinage. Et puis, il y a un autre défi qui est celui de l'occupation israélienne, puisque avec la chute du régime Assad, le 8 décembre 2024, il y a eu tout de suite après, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, et parfois jusqu'à maintenant, mais c'est plutôt on and off, des attaques israéliennes qui ont détruit complètement tout le potentiel militaire d'une nouvelle armée syrienne. C'est-à-dire l'armée israélienne, en 4 jours, a mené la plus grande campagne militaire aérienne de son histoire, avec 517 raids aériens, qui ont détruit tous les aéroports militaires de la Syrie, qui ont détruit tous les dépôts d'armes de la Syrie, qui ont détruit tous les missiles balistiques de la Syrie, qui ont détruit tous les systèmes de défense aérienne de la Syrie, qui ont détruit tous les stocks, etc., etc., tous les centres de commandement, de radar. Et l'armée syrienne qui va être construite maintenant va démarrer de zéro. Elle n'a pas une infrastructure militaire, mais plutôt des munitions et des armes légères et moyennes. Donc, comment faire avec cela? Après, Israël a élargi son occupation du Golan. Autour du Golan, ils ont occupé des territoires prétendant que c'est temporaire, mais on ne sait pas si c'est temporaire ou pas, sachant aussi que le Golan
a été annexée illégalement en 1981. Donc, que faire, surtout avec l'arrivée d'un Trump qui est le seul responsable au monde reconnaissant l'annexion du Golan par Israël. Il l'a fait en 2018 ou en 2019 lors de son premier mandat. Donc, il y a des défis colossaux. Et puis, il y a toute la question qui, pour certains Syriens, inquiète. Quel rôle va jouer la religion au sein du système politique? On ne parle pas de laïcité dans le modèle syrien qui peut ne pas être religieux, mais on parle du fait que la religion ne doit pas dicter la gouvernance politique. Elle peut être une des sources de législation, comme dans la plupart des pays à majorité musulmane, mais la Syrie n'est pas un pays uniquement musulman. Il y a beaucoup de communautés différentes, et même au sein des musulmans, on n'a pas un bloc. Il y a des villes, il y a des classes sociales, il y a des intellectuels, il y a des groupes de gauche, de droite, des libéraux, des notables, de personnes issues de tribus. Il y a évidemment la communauté alawite, il y a les Druzes, il y a les Ismaéliens. Les sunnites, comme j'ai dit, ne sont pas homogènes. Donc, quel rôle euh, l'islam va jouer au sein d'un nouveau système politique, surtout que Shara, ou l'ancien Foulani, est islamiste lui-même, son groupe est islamiste, il a fait des ruptures, oui, mais il a, au niveau de son groupe, à sa droite, peut-être des défis aussi, comment convaincre les autres que le modèle doit évoluer vers quelque chose qui reconnaît la diversité et qui n'impose pas un système unique ou un système qui ne permet pas des libertés publiques. Quand on parle de cela, on ajoute la question des droits des femmes, et les femmes syriennes sont bien aujourd'hui mobilisées pour défendre leurs droits. Donc, tout cela fait que le champ des possibles est ouvert en Syrie, mais rien n'est garanti encore. Ce qui est garanti, c'est que le retour à l'ère assadienne ou à ce qui lui ressemble n'est plus un scénario. Les Syriens, après avoir renversé ce système, je pense, et je l'ai vu à Damas, à travers les discussions, les sourires, la détermination des gens, ils ne vont pas accepter d'être de nouveau gouvernés par un système totalitaire. Est-ce que cela veut dire que la Syrie va passer dans cette transition à un modèle démocratique idéal? Je ne sais pas, peut-être pas, mais il va y avoir certainement des défis, des rapports de force, et le potentiel humain syrien est énorme. Et s'il arrive à bien travailler, je suis sûr que la Syrie sera une success story, comme on dit, dans les transitions politiques. Sinon, il peut y avoir aussi beaucoup de problèmes, d'obstacles, mais encore une fois, tout ça est devant nous. On va attendre, observer et voir ce qui se passe et le commenter ensemble peut-être une autre fois. Merci beaucoup, Ziad. Tu as brossé tellement d'éléments déjà que beaucoup des questions qui ont été posées, en fait, tu les as déjà abordées directement ou indirectement, etc. Donc, c'est très bien. J'aimerais bien quand même revenir sur quelques-unes d'entre elles pour que tu puisses détailler un petit peu. Je vais peut-être te demander là-dessus de maintenant passer dans un format où on est vraiment, tu es vraiment plus court sur tes réponses de Oui, manière à ce oui, qu'on puisse oui. en prendre plusieurs. Tu as abordé la question de la justice transitionnelle. Il y a une question justement dans le chat qui est posée là-dessus et en tant qu'Amnesty, ça me semble être très important qu'on revienne sur ce point-là. Une première chose à noter quand même, c'est qu'après autant de guerres, de violences, on aurait pu vraiment craindre qu'en fait, il y ait des phénomènes de vengeance qui se passent. Et jusqu'à maintenant, ces phénomènes-là ont été globalement évités. Il n'y a pas eu de gros massacres qui sont provoqués quand les villes ont été reprises, etc. Qu'est-ce qu'on peut déjà dire maintenant, après quasiment 2 mois de ce nouveau régime en place, sur leur attitude par rapport aux dignitaires de l'ancien régime? Qu'est-ce qu'ils comptent mettre en place en termes de justice? Oui. Alors, comme vous dites tout à fait, pour le moment, on ne peut pas nier qu'il y a eu parfois des règlements de compte. Il y a eu même récemment une enquête sur la mort de 3 personnes en détention. Et ça, c'est une nouveauté aussi dans la pratique sécuritaire. Mais euh, on peut constater que les militaires aujourd'hui, les anciens combattants de l'opposition, sont assez présents dans les rues, dans les lieux publics, sur certains points et axes stratégiques, mais la population ne se plaint pas de leur comportement comparé au comportement de l'ancienne armée et ce qu'on appelait les shabiha du régime Assad. Donc pour le moment,
ça se passe d'une manière assez correcte. Cela ne nie pas des craintes de comment les choses vont être gérées après, ne nie pas le fait qu'il y a eu dans la région de Homs et la ville de Homs certaines attaques ciblées de vengeance, d'enlèvement, mais il faut aussi rappeler qu'il y a plus de 100 000 disparus et que leurs familles font toujours des sit-ins, veulent savoir où sont leurs enfants, euh, comment ils ont été je ne veux pas le dire comme ça, mais tués ou pas, quel est leur sort. Donc, ils veulent la vérité. Et sans rendre justice à ces gens-là, il est difficile de tourner une page aussi. Donc, il va y avoir un grand travail et des enquêtes sur la question des disparus. Euh, il y a des avocats qui ont lancé un appel pour créer un syndicat indépendant, une association d'avocats qui travaille et élabore un plan de justice transitionnelle, comment euh, juger les criminels ou les accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, sans aller évidemment vers tout comportement de vengeance, comment essayer d'étudier des cas où il y a eu des succès dans la justice transitionnelle et prendre ce qui convient à la Syrie et élaborer ou construire là-dessus. Il y a certains qui réclament également que la Russie livre Bachar al-Assad aux nouvelles autorités pour le juger. Il est d'ailleurs sous mandat d'arrêt aussi français et certains de ses ténors, les ténors de son régime, sont sous plusieurs mandats d'arrêt. Donc, il va y avoir un grand travail sur cette question, mais pour le moment, ça reste un peu lent car il semble que la vie quotidienne ait ses difficultés. Il y a très peu d'électricité, très peu d'eau potable, un taux de chômage énorme, un taux de pauvreté énorme. La livre syrienne a perdu son pouvoir d'achat, elle a été dévaluée à maintes reprises. Ça semble être beaucoup plus la priorité du gouvernement actuel qui cherche à avoir une légitimité en normalisant et en recevant des invités occidentaux et arabes et en essayant de consolider son contrôle territorial tout en montrant qu'il peut améliorer les conditions de vie. Mais on n'est pas encore face au travail de la justice de transition que dans un cercle d'avocats et d'experts qui essayent d'imposer cela sur l'agenda national. Merci. Il y a beaucoup de questions qui concernent effectivement là-dessus l'attitude des autres pays vis-à-vis de la Syrie. Donc là, il y a plein d'acteurs qui sont cités. Mais il y a une question qui a attiré mon attention, vu que toi, tu es libanais et que peut-être que là-dessus, ton point de vue là-dessus serait intéressant. C'est qu'est-ce qu'on peut dire des futures relations entre la Syrie et le Liban? On sait que sous Assad, ben, la Syrie a occupé le Liban jusqu'en 2006. Est-ce que le nouveau pouvoir pourrait être tenté vers un certain impérialisme vis-à-vis de le Liban ou pas du tout? Voilà, il y a des questions là-dessus. Alors, moi, je pense que les liens entre le Liban et la Syrie ont changé avec le temps. Il est vrai qu'Assad père était dans une logique de vouloir contrôler le Liban, l'annexer sans le dire, imposer les services de renseignement, profiter de l'économie libanaise, des investissements étrangers au Liban, et essayer toujours de se montrer comme le garant de la stabilité du Liban pour pouvoir euh, être sollicité par les Américains, les Européens, les Saoudiens et autres. Tout cela s'est poursuivi, puis il y a eu une phase de forte opposition libanaise au régime syrien, et puis le fils, après des assassinats, a tenté de rester jusqu'à son départ en avril 2005. Il a perdu le contrôle du Liban. Depuis, la situation est devenue, je ne vais pas dire plus équilibrée entre les deux voisins, non, mais la mainmise syrienne au Liban n'était plus possible de la même manière. Il y avait encore une influence syrienne, mais c'est Hezbollah libanais qui est devenu l'acteur le plus puissant. Et d'ailleurs, c'est lui qui va intervenir en Syrie pour sauver le régime Assad. Et c'est son départ de la Syrie qui n'a pas permis au régime Assad de se défendre d'une manière plus efficace, entre guillemets. Peut-être il n'aurait pas tenu de toute façon face à l'opposition sans l'aviation russe, mais les choses auraient pu être différentes. Donc aujourd'hui, ni la Syrie peut imposer son mot politiquement parlant au Liban, ni le Liban a les moyens d'intervenir en Syrie. Hezbollah n'est plus du tout dans cette logique-là, ni dans ces capacités-là. Il y a quand même 1 million ou plus de réfugiés syriens au Liban qui, pour le moment,
en grande majorité, ne peuvent pas rentrer puisque leurs villes et villages sont totalement dévastés. Et sans reconstruction en Syrie, il ne peut pas y avoir un retour des réfugiés. Les réfugiés syriens au Liban font face à la fois à des campagnes xénophobes de haine qui les accusent de tous les torts et à des campagnes de solidarité, de soutien, etc. Ils reçoivent de l'aide internationale, mais qui n'est pas du tout suffisante. Et le Liban lui-même est dans une crise économique terrible. Donc, il compte sur l'amélioration de la situation au Liban et l'amélioration de la situation en Syrie pour le retour d'une partie des réfugiés. Et je pense que dans les deux pays, il y a aujourd'hui urgence pour la reconstruction, parce que le Liban a subi les conséquences de la guerre entre Hezbollah et Israël. Il y a des zones dans le sud Liban qui ressemblent à Gaza et qui ressemblent à Yarmouk en Syrie ou à la Ghouta de Damas ou au quartier est d'Alep. Donc, il faut une reconstruction dans les villages et les villes du sud Liban, de la banlieue sud de Beyrouth. Cela peut être un chantier s'il y a une coopération internationale et entre Libanais et Syriens, ça peut être une opportunité. Et il faut certainement redéfinir les relations syro-libanaises à partir du respect réciproque de l'indépendance, de la souveraineté, du développement économique et politique, tout en espérant que deux cas démocratiques, semi-démocratiques, peuvent certainement s'entendre mieux. Et le Liban, avec l'élection du nouveau président, la formation d'un gouvernement qui, pour la première fois depuis très, très longtemps, euh, comprend des ministres qui ont une grande crédibilité et un grand niveau, peut-être aussi va avoir une phase d'évolution positive en parallèle à une évolution positive en Syrie. Par contre, pour les deux pays, et je conclus là, il y a une très grande inquiétude, c'est celle de la situation dans la région, c'est celle des politiques de Trump et c'est celle de ce qui peut se passer à Gaza avec les discours à la fois surréalistes mais criminels aussi sur le déplacement de la population de Gaza, sur l'achat américain de Gaza et sur tout ce qui se prépare pour la Cisjordanie et le transfert des Palestiniens de la Cisjordanie si Trump, Netanyahu imposent leur plan sans résistance de la communauté internationale, parce que la résistance palestinienne sera là, mais la communauté internationale. Comment cela pourrait avoir des conséquences au Liban, en Syrie, dans toute la région? Ça, c'est aussi une question et c'est une source d'une très grande inquiétude. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions aussi qui concernent un petit peu la question des influences étrangères dans ce qui se passe en Syrie. C'est un peu un classique de se dire que forcément, s'il se passe quelque chose, c'est qu'il y a une grande puissance qui est derrière. Est-ce que peut-être tu peux revenir là-dessus? Tu as Oui, cité parfois des choses, mais pas sans beaucoup les approfondir. Mais est-ce que oui. tu as l'impression qu'il y a certains pays qui sont vraiment à la manœuvre là maintenant à l'heure actuelle, ou que le processus est quand même principalement syrien? Alors, le processus est principalement syrien. Ça, c'est sûr. Ce sont des combattants syriens qui ont renversé le régime syrien. C'est la sociologie politique syrienne aujourd'hui qui parle. C'est la démographie syrienne qui parle. Il y a en Syrie même énormément de discussions, énormément d'énergie, plein d'espoir, plein de peur, plein de crainte et tout ce qui est, tout ce qui peut arriver de mieux comme de pire. Et là, dans les esprits, les gens en discutent avec un seul, peut-être une seule entente, c'est que on n'accepterait jamais non seulement un retour à un régime qui ressemble à Assad, mais à se soumettre à tout régime sans avoir le droit de s'exprimer, de militer, d'élire, de voter, etc. Là, c'est une question de, encore une fois, de rapport de force. Comment cela va se concrétiser? Maintenant, est-ce que la Syrie aujourd'hui va dépendre économiquement et au niveau de sa sécurité de certains acteurs étrangers? Oui. Il y a une menace israélienne, ça c'est sûr. Il y a une influence turque de plus en plus importante, ça c'est sûr. Il y a une influence des monarchies du Golfe qui vont investir peut-être, qui vont être le pilier économique si jamais il y a une reconstruction. Et cela ne vient pas sans conditions, sans échange. Donc oui, la Syrie aujourd'hui peut être un théâtre d'intervention, de tentatives d'influence, de volonté d'être présent. On ne sait pas ce que Donald Trump veut faire. Pour le moment, il parle très peu de la Syrie et de quelques milliers de soldats
qui sont sur place, qui épaulent les forces kurdes dans l'est du pays et le nord-est. Il y a Erdogan qui attend de discuter avec Trump le futur de toute cette zone. Il y a des négociations entre Kurdes, forces kurdes, et Joulani ou Shara et son autorité pour trouver des ententes et des compromis. Donc, certainement, il peut y avoir une influence externe, mais de toute façon, la Syrie aujourd'hui est moins occupée par les puissances étrangères qu'elle l'était sous Assad, où les Russes, les Iraniens, non seulement étaient des forces d'influence politique, mais avaient des bases militaires, avaient des milliers de soldats, il y avait des dizaines de milliers de combattants de milices chiites irakiennes, afghanes et du Hezbollah libanais. Donc tout cela est derrière nous. Et puis, il y avait des djihadistes dans les rangs de Daesh qui venaient de plusieurs pays du monde. Ils ne le sont plus. Par contre, il y a des conditions humanitaires et humaines qui sont inadmissibles dans les camps où les familles de ces djihadistes sont regroupées dans des conditions terribles dans la zone contrôlée par les forces kurdes. Il y a quelques groupuscules qui sont issus de la communauté ouïghour ou qui sont des étrangers aussi dans la région de Idlib. Ils sont aujourd'hui sous contrôle. Le groupe Horas Din s'est dissous. Donc, probablement, il va y avoir aussi des négociations sur leur sort et ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont là. Donc, euh, on ne peut pas aujourd'hui parler d'un pays qui est en crise et en guerre et totalement détruit et dans une région, il y a euh, des enjeux régionaux et internationaux et dire qu'il n'y a pas une influence. Mais cette influence n'explique pas ce qui se passe en Syrie. Elle peut avoir des implications, des conséquences, mais ce qui se passe a été et l'est toujours, surtout des processus et des dynamiques syro-syriennes entre une société et un régime et entre une grande partie des Syriens et l'ancien régime et maintenant le nouveau régime peut-être. Merci beaucoup, Ziad. Euh, Comme on a parlé de la question des influences étrangères et la seconde question qui revient très souvent, voire toujours quand on parle de Syrie, c'est le souci vis-à-vis des minorités en Syrie. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus vis-à-vis de ce nouveau régime qui se dessine? Oui, Toi, à Damas, tu as eu l'occasion peut-être de rencontrer des gens issus minorités. Comment est-ce qu'ils oui. se positionnent par rapport à ce qui arrive? Ouais. Alors, si tu me permets, juste, il y a deux termes qui circulent beaucoup et qui ont toujours circulé. C'est la Syrie utile des minorités. On a souvent évoqué cela. La Syrie utile a été utilisée pour dire que le régime contrôle une partie qui est utile, comme si l'autre partie est moins utile ou inutile. Or, cette question, on l'a vu, elle n'a aucun sens. La Syrie, finalement, a été libérée et contrôlée aujourd'hui par ce qu'on qualifiait de série inutile, d'un côté. L'autre, la question des minorités. Alors, il est sûr qu'il y a un problème communautaire en Syrie, comme au Liban, comme il y a eu en Irak, comme ailleurs. Ceux qui le nient, y compris parmi les Syriens, essayent de fermer les yeux par rapport à une réalité sociale, mais ce sont aussi des sociétés qui ne sont pas condamnées par la question communautaire, par les divisions communautaires, qui sont surtout le fait de régimes qui soit ont manipulé et instrumentalisé les questions confessionnelles et de minorité, soit la violence et ses logiques et ses dynamiques et les guerres font que les gens trouvent dans des cercles qui leur ressemblent des réseaux ou des ceintures de sécurité qui les protègent, etc. La question communautaire ou la question des minorités en Syrie, et souvent en Occident, quand on parle de minorité, on veut parler de la minorité chrétienne syrienne. Il faut dire que sous le régime Assad, cette minorité chrétienne qui comptait près de 15% quand les Assad ont pris le pouvoir, ne compte aujourd'hui que 4 à 5%. La majorité des chrétiens sont partis de la Syrie parce que, comme les musulmans et comme les non-religieux et comme les athées et comme les druzes et comme les alaouites et comme les sunnites, comme tout le monde, on préfère ne pas rester sous un régime totalitaire où la violence est arbitraire, où tout peut se passer. Donc, beaucoup sont partis. Ceux qui sont restés sont surtout dans les grandes villes et dans une région qu'on appelle Wadi al-Nasara, pas très loin de la frontière libanaise. Il y a aujourd'hui
autre que les rumeurs et les TikTok et la guerre qui se fait par des pro-Assad et pro-Russes, il n'y a pas eu véritablement, ce n'est pas documenté de toute façon, des attaques ou des menaces face à cette communauté chrétienne. Sa présence à Damas, elle est assez visible, et tant mieux évidemment. Le pays a une histoire de coexistence entre communautés, et avant l'ère assadienne, il y a eu des épisodes parfois de tensions communautaires, mais cela peut arriver dans n'importe quel pays. Donc, c'est vrai qu'il y a une question communautaire, mais pas une question juste de minorité, parce que même au sein des sunnites, il peut y avoir des divergences, il peut y avoir des différences entre villes et campagnes, entre Damas et Alep, entre classes sociales, entre tendances politiques, entre commerçants et non commerçants, parce que la question du commerce s'impose à Damas comme à Alep comme étant centrale dans la formation des identités politiques. Et je vois juste là une question apparaît, la question des Juifs en Syrie. Il y a l'un des plus anciens synagogues du monde qui était dans le quartier de Jobar. Et il y avait une communauté juive, sauf que les membres de cette communauté sont partis surtout aux États-Unis d'Amérique dans les années, à plusieurs vagues, la dernière dans les années 90. Donc il y a en Syrie des Ismaéliens, des Druzes, des Sunnites, des Chiites, des Alaouites, des chrétiens de plusieurs rites et de plusieurs églises. Puis il y a au niveau national des Arabes, il y a des Kurdes, il y a des Tcherkesses, il y a des Turkmènes. Et ce mosaïque peut être une source de richesse culturelle et sociale énorme, comme il peut causer, quand il y a un régime totalitaire qui règne pendant 54 ans, peut être aussi euh, un risque par rapport aux crispations, par rapport au fanatisme. Mais pour le moment, et lors de ces dernières semaines, on voit que les discours cherchent à apaiser, cherchent à créer une harmonie sociale, et les chrétiens n'ont jamais été de toute façon accusés d'être une base sociale du régime, donc ils ne craignent rien. C'est plutôt la question alaouite qui est une question plus dure, puisque la majorité des officiers des services de renseignement étaient de cette communauté-là. Et encore une fois, cela ne veut pas dire du tout que les Alaouites sont responsables des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en Syrie. Ça serait grave de dire cela. Mais les officiers étaient en majorité Alaouites et proches du clan Assad, qui est lui-même Alaouite. Merci beaucoup, Ziad. Peut-être une dernière question pour clôturer, puis après, il faudra qu'on arrête doucement vu qu'on approche de l'heure de fin. Mais sur la question du retour des réfugiés, tu as abordé les questions matérielles autour du fait que très souvent les quartiers ont été rasés en Syrie et donc en fait, il n'y a plus de maison vers laquelle retourner. Mais il y a aussi ces questions de réfugiés qui sont parfois partis depuis 10 ans et qui donc en fait ont parfois eu des enfants à l'étranger, qui n'ont jamais connu la Syrie. Comment est-ce que toi, tu penses que ces retours vont-ils avoir lieu ou pas? Et aussi, alors, peut-être une question qui est tournée plus vers nous, vers les pays occidentaux. Quelle devrait être la position des pays occidentaux vis-à-vis de ces retours? Je sais qu'en France, il y a des acteurs de la société civile qui ont demandé à ce que les Oui. personnes qui ont le statut de réfugié puissent quand même aller et venir sans perdre le statut de réfugié. Donc, peut-être parler de ça serait intéressant. Oui, tout à fait. Alors, pour commencer par la fin, il est très important de permettre aux réfugiés syriens maintenant, ou ceux qui sont sous protection en Europe, de pouvoir au moins visiter la Syrie sans perdre leur statut en Europe, car un aller-retour peut leur permettre de savoir s'ils peuvent vraiment rentrer ou pas, quel est l'état des lieux, de leur maison, de leur ville, etc. Ça, c'est, je pense, très important, et en France, de plus en plus, ça avance vers ce sens-là. Maintenant, comme tu l'as évoqué, il y a des cas différents. Les réfugiés syriens au Liban, en grande majorité, à mon avis, préfèrent rentrer si jamais il y a une stabilité en Syrie et s'il y a une reconstruction de leurs villes et villages, car la situation au Liban n'est pas excellente pour eux. Il y a une partie parce que souvent aussi on pense que tous les réfugiés sont similaires. Non, il y a au Liban aussi une partie qui, euh, qui vit bien, qui a des activités, qui a un travail, qui contribue à enrichir la vie culturelle, économique et sociale au Liban. Mais il y a une majorité qui pourrait éventuellement rentrer s'il y a une reconstruction. La même chose en Jordanie. La même chose dans le nord irakien. S'il y a 1 million au Liban, il y a 1 million en Jordanie à peu près, il y a 200 à 300 000 en Irak, et puis il y a autour de 4 millions en Turquie.
Là encore, il y a différents cas. Il y a ceux qui sont autour de la Syrie, du côté turc, donc le sud turc. Je pense qu'une partie va être encouragée à rentrer, surtout si elle est issue du nord syrien. Erdogan voulait aussi montrer qu'il peut pousser une partie des Syriens à revenir chez eux pour des raisons domestiques, notamment avec la montée d'une xénophobie contre les réfugiés syriens en Turquie. Mais il y a d'autres Syriens qui sont dans les grandes villes. Certains ont même eu la nationalité syrienne. Il y a une nouvelle génération de Syriens nés là-bas, turcophones. Donc là, la question va être plus une question de choix. Est-ce qu'ils vont rentrer ou pas? Ça va dépendre de la situation économique, surtout en Syrie. Puis, il y a les réfugiés qui sont en Europe et surtout en Allemagne. Moi, je pense que les réfugiés qui ont obtenu la double nationalité maintenant, qui sont binationaux ou qui ont des permis de 10 ans, euh, se posent plein de questions. Soit, s'ils sont jeunes, ils peuvent visiter, voir quelles sont les opportunités et revenir en Europe si jamais ils trouvent que c'est encore très tôt. Mais ceux qui ont des familles, qui ont des enfants scolarisés, qui pensent à un avenir plus sûr et qui ont obtenu, comme j'ai dit, la nationalité ou qui sont en phase de l'obtenir, je ne vois pas un retour imminent, voire ils peuvent devenir une diaspora syrienne qui peut aider la Syrie de l'extérieur, qui peut aider économiquement, qui peut aider par un savoir-faire acquis à l'extérieur. Donc il y a plein de possibilités aussi, mais tout cela va être un grand débat en Syrie même, parce qu'on parle de, aujourd'hui, s'ils étaient 7 millions il y a quelques années, ils sont probablement 8 millions aujourd'hui. Et donc tout cela est très important. Mais même avant les 8 millions, il y a les 7 millions de déplacés internes. Comment ils vont pouvoir bouger, comment ils vont pouvoir rentrer chez eux. Quand j'étais en Syrie, j'ai visité la Ghouta, et notamment le lieu du crime chimique de 2013, de l'attaque chimique. C'est surtout des pères, des hommes qui sont rentrés. Ils étaient à Idlib, déplacés depuis 2018. Ils sont rentrés pour explorer, pour réparer, avant que leurs enfants et leurs familles ne puissent revenir, puisque à Idlib, ils sont scolarisés, il y a un peu de travail. Évidemment, dans la Ghouta, c'est une zone déserte, ravagée par la guerre et les bombardements assadiens et russes. Donc, c'est des cas différents, mais encore une fois, c'est le champ du possible qui est ouvert avec tout l'espoir et tous les risques en même temps. Merci beaucoup, Ziad, pour cette conférence passionnante. Je voudrais noter Tu me quelques... permets juste d'ajouter peut-être une chose, parce que Certainement. ça c'est un statut spécial, c'est celui des Palestiniens de Syrie. Parce que les Palestiniens de Syrie n'ont pas le même passeport syrien, et ils n'ont pas un passeport palestinien non plus. Et ça crée pour eux plus de difficultés. Et je connais maintenant des amis qui veulent des Palestiniens de Syrie, du camp de Yarmouk où j'ai été, et le camp de Yarmouk est totalement détruit par le régime Assad et ses alliés. Ils ne peuvent pas voyager de la même manière, car il faut plus de approvals, de permission de voyage, d'autorisation de voyage, et surtout ceux qui passent par le Liban ou même par la Turquie. Parfois, c'est compliqué. Donc, il y a un statut aussi à prendre en considération, celui des Palestiniens de Syrie. Et quand ils sont en Europe, s'ils n'ont pas obtenu notre nationalité, leur situation est encore plus difficile au niveau de la mobilité et de la libération et de la liberté de mouvement que leurs amis et leurs compatriotes syriens. Je dis compatriotes parce qu'ils se sentent palestiniens et syriens. Merci, Ziad. Euh, D'ailleurs, il y a un très beau documentaire qui existe spécifiquement sur le camp d'Yarmouk qui s'appelle My Little Palestine. S'il y en a qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller le voir, il est très beau. Exactement. Mais Oui, donc, exactement. Il est merci beaucoup, excellent. Ziad. Quelqu'un disait dans le chat en partant qu'il avait eu l'impression d'avoir une note d'espoir pour terminer ce cycle sur le Moyen-Orient. Et c'est intéressant parce que Ah, longtemps, tant mieux. Ah, la série était une note de désespoir. Et là, c'est vrai que même s'il y a plein de choses à craindre, il y a plein de choses qui ne se passent pas bien, il y a quand même un petit peu des sources d'espoir. Et ça, c'est quand même intéressant ouais. de Disons peut-être rester là-dessus. la volonté de l'espoir. Ouais. Voilà, c'est ça, la volonté de l'espoir. C'est aussi une attitude. Je vais peut-être rendre la parole à Antoine Caudron pour clôturer ce cycle.
Oui, mais merci beaucoup, Benjamin, d'avoir modéré cette séance. Merci beaucoup à vous, Monsieur Majed, pour votre intervention. Merci d'avoir généreusement consacré votre temps pour qu'on puisse y voir plus clair. On arrive Merci à effectivement vous. au terme de 4 sessions, de 4 lundis successifs qui nous ont appris énormément de choses sur quatre pays et 4 régions du Moyen-Orient. C'était vraiment très très enrichissant. Les 4 sessions ont été enregistrées, comme la plupart d'entre vous le savent. Je remets ici dans le chat le lien vers les enregistrements. Celle-ci, il sera disponible également à partir de demain. Voilà, avant de vous quitter, je vous invite à noter le 24 février dans vos agendas si vous souhaitez participer à la prochaine rencontre Agora Amnesty. On va rencontrer une artiste et activiste russe qui s'appelle Alexandra Skochilenko, qui a protesté contre la guerre dès l'agression de l'Ukraine par la Russie. Elle a été emprisonnée pendant plus un an et demi, et libérée à l'été 2024. Elle sera de passage à Bruxelles le 24 février et de passage chez Amnesty. Vous pourrez y participer en venant chez Amnesty ou en ligne comme vous avez assisté à cette session-ci. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à aller sur le site d'amnesty.be. Et voilà, donc merci beaucoup, beaucoup à tout le monde d'avoir participé à ce cycle Moyen-Orient. Et à la prochaine. Au revoir. Merci à tous et à tous et merci à vous et à Amnesty. Merci. Merci. Merci, au revoir.